La boîte à merveilles, chapitre 4. Dans les premiers jours du printemps, ma mère et moi nous allâmes rendre visite à Lalla Aïcha. Nous étions invités à passer la journée. Quelques jours auparavant, ma mère prépara des gâteaux de semoule fine, des petits pains à l'anis et au sucre, de sello, farine grillée mélangée de beurre et de diverses épices. Nous emportâmes toutes ces douceurs. Nous quittâmes la maison le matin. Driss le teigneux vint nous trouver chez l'ami de ma mère chargé de 100 couffins à provisions et d'un poulet de fort bonne apparence. Driss apporta aussi un pain de sucre, un paquet de thé et une brassée de menthe. Lalla Aïcha protesta, reprocha à ma mère ses folles dépenses. Elle s'attendait à notre visite. Elle avait fait son marché en conséquence. Lalla Aïcha habitait dans l'impasse de Zanqat Hijama, une maison avec une porte basse. Cette maison rappelait par certains côtés Lalla Aïcha elle-même. Toutes les deux avaient connu des temps meilleurs. Toutes les deux ont gardé une attitude guindée, une distinction désuète. Lalla Aïcha occupait 2 pièces de petite dimension au 2e étage. Un balcon donnant sur le patio, garni d'une balustrade en fer forgé, conduisait à la pièce principale. L'autre chambre s'ouvrait directement sur l'escalier et servait surtout à entreposer les provisions d'hiver. Lalla Aïcha y faisait aussi sa cuisine. La grande pièce avait 2 fenêtres. L'une s'ouvrait sur le patio de la maison, l'autre sur les terrasses des maisons voisines et sur les toits d'une petite mosquée du quartier. Cette chambre, 2 fois plus longue que large, était d'une propreté méticuleuse. Des crotonnes à grands ramages couvraient les matelas. D'énormes coussins brodés à petits points, enveloppés dans une légère soirée transparente, s'amoncelaient çà et là. Le mur s'ornait de grandes étagères peintes, garnies de bols de faïence européenne, d'assiettes décorées de roses dodus, de verres en forme de gobelets. Une pendule en bois foncé, riche en sculptures, clochetons et pendentifs, occupait sur le mur la place d'honneur. Le sol était couvert de nattes de jonc. Par-dessus la natte se déployait une carpette aux couleurs vives. Cet ensemble baignait dans une atmosphère d'aisance, de quiétude. Ce n'était certes pas le grand luxe, mais le confort. Un nid douillet à l'abri du vent. Dès notre arrivée, Lalla Aïcha nous servit des gâteaux et de thé à la menthe. Elle parla ensuite de ses douleurs de jointure qui la taquinaient de nouveau, d'une rage de dents qui l'avait rendue folle la semaine dernière, de son manque d'appétit. Elle posa 1000 questions à ma mère qui répondait avec complaisance, s'attardait sur un détail, se lançait dans une longue digression, mimait une scène. Nos voisins firent naturellement les frais de la fête. Ma mère en parlait sans méchanceté, mais avec une assez grande liberté de langage. Elle comparait le mari de Rahma à un âne qui aurait trop mangé de sang, celui de Fatma Bziouia à un rat inquiet. Mon père, qu'il appelait l'homme, n'échappait pas à ses coups de griffe. Sa haute taille, sa force, son silence devenaient motif à caricature. Moi, j'aimais mon père. Je le trouvais très beau. La peau blanche légèrement dorée, la barbe noire, les lèvres rouges corail, les yeux profonds et sereins, tout en lui me plaisait. Mon père, il est vrai, parlait peu et priait beaucoup, mais ma mère parlait trop et ne priait pas assez. Elle était certes plus amusante, plus gaie. Ses yeux mobiles reflétaient une âme d'enfant. Malgré son teint d'ivoire, sa bouche généreuse, son nez court et bien fait, et ne se piquait d'aucune coquetterie, et s'ingéniait à paraître plus vieille que son âge. À 22 ans, elle se comportait comme une matrone mûrie par l'expérience. Lalla Aïcha nous parla à son tour des gens de sa maison. Elle clamait leurs multiples mérites.
Une telle modeste et jolie, telle autre propre, économe et bonne cuisinière, telle autre pieuse et digne. À l'entendre, toute rivalisait de sainteté avec les anges du paradis. Mais elle baissa la voix pour chuchoter à ma mère au creux de l'oreille sa véritable pensée. Elle termina par ces termes. Dieu m'a béni lorsqu'il m'inspira l'idée d'habiter cette maison où toutes les femmes vivent comme des sœurs. Des voix montèrent du rez-de-chaussée, sortirent de toutes les chambres pour remercier Lalla Aïcha de ses bonnes paroles. En chœur, Lalla Aïcha et ma mère distribuèrent généreusement de nouveaux compliments. Les enfants de la maison vinrent m'inviter à jouer. Ils formaient un petit groupe de 4 garçons et de 3 filles. Je n'ai jamais su leur nom. L'aînée, une fillette de 9 ans, me prit sous sa protection. Nous grimpâmes sur la terrasse. Avec de vieilles couvertures et des peaux de mouton, nous eûmes vite fait d'organiser un salon de réception. Une boîte de conserve rouillée posée sur 3 cailloux joua le rôle de samouvar. D'autres cailloux posés sur un disque de papier faisaient office de verres à thé. Nous sirotâmes gravement un thé métique, mais combien délicieux. Mangeâmes des gâteaux imaginaires. Distribuâmes des compliments à l'aînée des filles, notre hôtesse. Ensuite, nous décidâmes de jouer à la mariée. La plus petite des filles fut choisie pour figurer la mariée. L'aînée se contenta du personnage de la Negafa, une de ces femmes expertes dans l'organisation de telles cérémonies. Elle descendit, chercher un bout de foulard, de rouge pour les joues, de l'antimoine finement pulvérisé pour noircir les yeux. La mariée fut installée sur un coussin. Dans un vacarme de you-you et de chants improvisés, la chouafa procéda selon l'usage au maquillage et à l'habillement de la jeune fiancée. Elle l'affubla d'une couverture en guise de robe, la coiffa, l'orna de papillers ajourés, simulant grossièrement des bijoux, s'éloigna pour admirer son ouvrage. L'un des garçons, mu par un instinct de méchanceté, ramassa une poignée de terre et la jeta à la figure de notre mariée. Le drame se déchaîna. La mariée et ses invités se mirent à hurler, à se battre, à courir dans tous les sens, le visage barbouillé de larmes et de morve. J'ai hurlé comme tout le monde sans savoir pourquoi. J'essayai de me dégager des bras de la grande fille qui déployait de vains efforts pour me calmer. Une des femmes monta, distribua des taloches et des insultes, traita des démons innocents et coupables, et me descendit sous son bras comme un paquet pour me remettre à ma mère. J'essuyai encore des reproches injustes. Ma mère me menaça de ne plus jamais m'emmener nulle part. Ma mère et son ami se remirent à parler de Rahma, la femme du fabricant de charrues, de Fatma Bziouia et de la tante Kenza la voyante. Ma mère racontait sa réconciliation avec sa voisine du premier étage, l'escapade de Zineb, le repas offert aux pauvres. Elle faisait l'éloge de Rahma. Elle regrettait son moment de mauvaise humeur qui avait provoqué la dispute. Rahma devenait une charmante jeune femme, si serviable, si honnête. Et puis, dès ma mère, elle est si jolie, toujours souriante, toujours vive. Son mari peut remercier Dieu de lui avoir fait présent d'une brune si délicieuse. N'aimes-tu pas cette peau hâlée au grain si fin, ces grands yeux qui rient? N'est-ce pas qu'elle possède une jolie bouche aux lèvres fermes, un peu boudeuse? Lalla Aïcha approuvait, opinait du chef, soupirait de contentement. Ma mère enchaînait déjà. Fatma, ma voisine d'en face, n'a pas été non plus oubliée par le Créateur. De jolis yeux noyeux de douceur, des sourcils d'une courbe parfaite, un teint ombré. Mais je n'aime pas le tatouage de son menton. Elle a en outre l'agrément de sa jeunesse, ajouta l'ami. Immobile dans mon coin, j'écoutais. Je m'étonnais d'entendre ma mère rendre justice à la beauté de nos deux voisines. Cette beauté, je la sentais,
mais je ne pouvais la réduire par des formules concrètes. J'étais reconnaissant à ma mère d'exprimer avec des termes précis ce qui flottait dans mon imagination, sous forme d'images vagues, confuses, inachevées. Pour tante Kenza, les deux femmes se contentèrent de hocher la tête d'un air entendu. Tante Kenza, la Chouafa, appartenait pour moi à une autre race. Elle était royale. Les chacals se sentaient chacals auprès de cette lionne. Étrange est la beauté des reines. Non pas des reines d'un royaume éphémère, que divise la faim, la concupiscence et l'avidité, mais des reines vierges qui portent dans leurs flancs un dieu d'équité. Ses grands yeux dans sa face de parchemin délicat fascinaient ses clientes et imposaient le respect à celles qui ne l'aimaient pas. À vrai dire, j'en avais vaguement peur. Je l'associais dans mes rêves aux puissances obscures, aux maîtres de l'invisible avec lesquels elle entretenait un commerce familier. Je croyais qu'il disposait de pouvoirs illimités, et je considérais comme un privilège d'habiter sous le même toit qu'une personne aussi considérable. Moulay Larbi, le mari de Lalla Aïcha, arriva inopinément. On l'entendit dire à l'entrée la phrase consacrée. « N'y a-t-il personne? Puis-je passer ?» 3 voix de femmes lui répondirent à la fois. « Passe, passe, passe !» Son pas résonna dans l'escalier. Il pénétra directement dans la petite pièce. Elle était prévenue de notre visite et il ne lui était permis de voir ma mère. Sa femme se dépêcha de le rejoindre. Un murmure confus, entrecoupé de silence, bourdonna dans la petite pièce. Il dura longtemps. Nous étions assis, immobiles, maman et moi. Nous ne savions pas comment nous occuper. Je racontai à ma mère nos jeux sur la terrasse et la raison du drame qui s'ensuivit. Elle m'écouta distraitement, me répondit par des phrases vagues, des conseils d'ordre général sur la façon de se tenir en société. Elle se leva pour regarder par la fenêtre, rencontra les yeux d'une voisine penchée elle aussi sur la balustrade, contemplant le patio vide. Les deux femmes se saluèrent. Parlèrent du printemps dont les débuts étaient toujours fatigants. L'inconnu en profita pour évoquer le souvenir d'une Nizara, une partie de plein air, à laquelle elle avait participé il y avait de cela des années. La campagne paraît comme un bouquet sentait le miel. Les oiseaux se répandaient d'un buisson à une branche. Les femmes couraient pieds nus dans l'herbe, barbottaient dans le ruisseau, chantaient des chantilènes à ravir le cœur. Au milieu de l'après-midi, un orage d'une rare violence s'abattit sur la nature. En hâte, tapis et couvertures furent ramassés. Chacun se chargea d'une partie des bagages. Plat vide, accessoires pour le thé, gargoulettes pour l'eau fraîche, 2 hommes et 5 femmes, tous parents composaient l'équipe. La pluie fut accueillie par les uns comme une bénédiction, par les autres comme une catastrophe. Nous étions dans un triste état, à notre retour. Mes belles robes avaient souffert de la boue. J'avais un cafetan en drap abricot comme on n'en fait plus à notre époque. Par-dessus, je portais une tunique brodée de fleurs mauves et... Lalla Aïcha vint nous retrouver, le visage bouleversé. Elle fit signe à ma mère de la suivre dans le coin le plus sombre de la chambre. Je restai à la fenêtre. La femme qui racontait son meilleur souvenir demeura un moment à attendre le retour de ma mère. Ne la voyant pas revenir et me jugeant trop jeune pour apprécier la somptuosité de ses vêtements, elle laissa sa phrase inachevée, soupira, leva les yeux au ciel pour le prendre à témoin de l'incompréhension du genre humain. Lalla Aïcha vint nous retrouver, le visage bouleversé. Elle fit signe à ma mère de la suivre dans le coin le plus sombre de la chambre.
Je restai à la fenêtre. La femme qui racontait son meilleur souvenir demeura un moment à attendre le retour de ma mère. Ne la voyant pas revenir et me jugeant trop jeune pour apprécier la somptuosité de ses vêtements, elle laissa sa phrase inachevée, soupira, leva les yeux au ciel pour le prendre à témoin de l'incompréhension du genre humain, rentra sa tête, disparut dans l'ombre veloutée de ses appartements. Ma mère discutait à demi-voix avec son amie. Je n'osais pas m'en approcher. J'entendis le mot pacha plusieurs fois au cours de leur mystérieux dialogue. Ce mot m'impressionnait, me mettait mal à l'aise. Le pacha n'est-il pas ce personnage cruel qui faisait bastonner les gens au gré de sa fantaisie, les mettait dans un cachot noir avec un pain d'orge et une cruche d'eau, les laissait dévorer par les rats? Le mot pacha faisait trembler les petites gens. Il s'associait dans leur esprit à des ennuis sans nombre, à des douleurs bruyantes, à des cris et à des lamentations. Ils s'endettaient pour payer les sbires du pacha, essuyaient toutes sortes de vexations au prétoire et voyaient souvent ce qu'ils estimaient leurs droits devenir par une opération du malin des charges contre eux. Toutes ces considérations ne les empêchaient pas de se chercher querelle pour des futilités. Ils couraient devant le pacha pour lui exposer leur petite misère. Ils repartaient de là souvent mécontents, ayant essuyé quelques rebuffades. Lalla Aïcha se mit à pleurer silencieusement. Elle se cachait le visage dans la manche de sa robe et ronflait. Ma mère se fit tendre, lui entoura les épaules de son bras, lui parla comme elle aurait parlé à une petite fille. La scène m'amusait. Lalla Aïcha, plus âgée que ma mère, se laissait consoler, devenait la petite sœur dans les bras de son aîné. J'avais envie de rire, mais je savais que cela ne se faisait pas. Le ridicule de la situation m'obligea à fuir dans l'escalier pour ne pas me montrer incorrect. Je souhaitais rencontrer la jeune inconnue qui savait si bien jouer la niggatha. Nous aurions vécu ensemble quelques aventures extravagantes, dans un pays enchanté. Hélas, déjà j'étais voué à la solitude. Je m'assis sur le haut d'une marche et je chantonnais sur un air improvisé des paroles dépourvues de sens.